Dan Blocker, le grand homme derrière le personnage légendaire de Hoss Cartwright dans Bonanza, a laissé de nombreuses traces inoubliables. Mais derrière le Hollow, sa vie est également remplie de tragédies et de pertes douloureuses. De la maison abandonnée, à ce qui est arrivé à sa femme et à ses enfants après sa mort, en passant par la propriété qu'il a laissée derrière lui. Tout cela a ému les fans. Que s'est-il réellement passé? Découvrons-le. Si vous aimez Dan Blocker et son héritage, laissez le chiffre 1 dans la section commentaires. Si vous n'êtes pas intéressé par cette histoire, laissez le chiffre 0. Parlons de cette légende et de ce qu'il a laissé au monde. Dan Blocker, la star bien-aimée de Bonanza, a laissé un héritage que ses fans chérissent encore aujourd'hui. Mais qu'est-il arrivé à sa famille après sa mort choquante et prématurée? Qu'est-il advenu de sa maison abandonnée, de sa femme dévouée et de ses enfants, dont l'un a suivi ses traces à Hollywood? Et combien valait l'acteur Hoss Cartwright à sa mort si soudaine? Dans cette vidéo, nous découvrons les vérités cachées, le chagrin et la fortune laissés par l'une des légendes les plus inoubliables du western à la télévision. Restez à l'écoute alors que nous plongeons dans la vie, la perte et l'impact durable de Dan Blocker. Qu'était Bonanza? La valeur nette de l'acteur Dan Blocker au moment de sa mort. Plus de 40 ans après sa dernière diffusion, Bonanza reste l'un des westerns télévisés les plus appréciés de tous les temps. La série a séduit le public non seulement pour son scénario plein d'action, mais aussi pour ses valeurs familiales fortes et sa volonté d'aborder des questions sociales telles que le racisme, le sexisme et la violence. Une grande partie de son succès était due à la qualité de ses acteurs, dont Dan Blocker, qui a conquis le cœur des téléspectateurs en incarnant le bon Hoss Cartwright. Le décès soudain et tragique de Dan Blocker a laissé ses fans et ses co-stars sous le choc, surtout compte tenu de son incroyable succès. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à environ 5 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Une fortune impressionnante pour quelqu'un qui venait d'un milieu aussi modeste. Dan Blocker, un grand homme au grand cœur. Dan Blocker, l'homme derrière Hoss, a fait forte impression dès le début, littéralement. Né le 10 décembre 1928 à DeKalb, au Texas, Bobby Dan Davis Blocker pesait 6,3 kg, ce qui faisait de lui le plus gros bébé jamais né dans le comté de Bowie. D'une certaine manière, il semblait destiné à une certaine notoriété dès son arrivée, alors que Dan était encore enfant. Ses parents, Ora Shack Blocker et Mary Arizona Blocker, ont déménagé la famille à O'Donnell, au Texas, à environ 65 km au sud de Lubbock. Shack, un ancien fermier, avait tout perdu pendant la Grande Dépression, mais avait réussi à rassembler suffisamment d'argent pour ouvrir une petite épicerie. Au cours de ses premières années, la famille vivait à l'arrière de la boutique et le jeune Don aidait partout où il le pouvait, transportant les courses jusqu'aux voitures des clients et effectuant des petits boulots. Son père plaisantait avec ses amis en leur disant qu'il les payerait pour qu'ils engagent Dan parce que sa taille imposante causait des ravages dans le magasin. Mais cette taille allait bientôt s'avérer être l'une de ses plus grandes forces. À 13 ans, Dan Blocker s'inscrit au Texas Military Institute, où il joue comme linebacker dans l'équipe de football. Son talent sur le terrain lui vaut une bourse pour la Sewell Ross State University, où il prévoit d'étudier l'anglais tout en poursuivant sa carrière de footballeur. À 18 ans, il mesure déjà 1,90 m et pèse près de 136 kg. Mais il grandira encore d'1 pouce et prendra encore du poids à l'âge adulte. Le football a peut-être ouvert la voie à son éducation, mais c'est un événement inattendu qui l'a mis sur une voie complètement différente. Lors d'une production d'Arsenic et Vieille Dentelle, le club de théâtre avait besoin de quelqu'un d'assez fort pour soulever et déplacer les lourds mannequins utilisés comme cadavres dans la pièce. Don était le candidat idéal. Mais il a fait plus qu'aider en coulisses. Il a fini par jouer le petit rôle de Teddy Brewster, le neveu excentrique des stantées meurtrières de la pièce. Dès qu'il est monté sur scène, tout a changé. Le frisson de la scène, la réaction du public, l'énergie du théâtre. C'était enivrant. Don était accro. Il a changé de matière principale, passant de l'anglais au théâtre. Et après avoir obtenu son diplôme, il aurait refusé des offres pour jouer au football professionnel. Il se concentra plutôt sur la scène, jouant dans des troupes d'été et des théâtres de répertoire,
avant de décrocher un petit rôle dans une production de Broadway de King Lear, Duty Calls, puis Duty Called, et Dan fut envoyé combattre pendant la guerre de Corée. Il servit avec distinction, obtenant un Purple Heart ainsi que plusieurs autres médailles et citations. En 1952, il avait atteint le grade de sergent et fut honorablement démobilisé de l'armée américaine. La même année, il épousa Dolphia Parker, qu'il avait rencontrée pendant ses années d'université, avec une nouvelle épouse et des rêves d'un avenir stable. Dan prit ce qui semblait être la voie responsable. Il retourna à l'école et obtint une maîtrise en arts dramatiques. Devenu père de famille, lui et Dolphia ont finalement eu 4 enfants, 2 filles jumelles, Deborah Lee et Dana Lynn, et 2 fils, David et Dirk. Dan s'est concentré sur leur éducation. Il est devenu professeur d'anglais et d'art dramatique dans un lycée de Sonora, au Texas, avant d'enseigner en 6e au Nouveau-Mexique. À l'époque, cela pouvait sembler être un simple emploi d'enseignant. Mais à chaque déménagement vers l'Ouest, Dan se rapprochait sans le savoir de sa véritable destinée, la Californie. Dan s'est facilement installé dans la vie conjugale. Il aimait profondément enseigner et appréciait vraiment être entouré d'enfants, partageant sa passion pour la langue et le théâtre d'une manière qui a probablement laissé un impact durable sur ses élèves. De la vie de tous, il avait un cœur d'or. Il était gentil et généreux, même s'il était connu pour avoir parfois un tempérament colérique. Mais aussi vite qu'il pouvait perdre son sang-froid, il s'empressait de s'excuser et d'admettre ses erreurs. Lorsqu'il a déménagé avec sa famille en Californie, ce n'était pas avec des rêves de gloire et de fortune. Il avait plutôt prévu de poursuivre un doctorat en art dramatique à l'UCLA tout en continuant à enseigner. Pour joindre les deux bouts, il a commencé à passer des auditions pour la télévision au milieu des années 1950 et a décroché de petits rôles dans des westerns. Un genre populaire à l'époque, le théâtre avait toujours été une passion, et ses rôles ont ravivé cette flamme, lui permettant d'incarner différents personnages et d'explorer son talent. Il a rapidement fait des apparitions dans des séries à succès telles que Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel at Maverick, où il a eu l'occasion de montrer son sens inné de la comédie. En 1958, il a décroché un rôle récurrent dans la série éphémère Cimarron City. Au début, l'annulation de la série a pu sembler être un revers. Mais en réalité, ce fut une bénédiction déguisée, car ce coup du sort inattendu lui a permis d'accepter le rôle qui allait changer sa vie à jamais. Bonanza. N'importe quel acteur en herbe à Hollywood aurait sauté sur l'occasion d'être dans la position de Dan Blocker. Mais ce n'est que lorsque le producteur David Dortor lui a confié le rôle de Hoss Cartwright dans Bonanza que Dan a finalement mis de côté ses études de doctorat pour se consacrer à plein temps à la comédie. Et même alors, il ne s'agissait pas de courir après la célébrité. C'était simplement parce que le rôle était si exigeant qu'il laissait peu de temps pour autre chose. Si Little Joe était le tombeur de Bonanza, Hoss était son cœur battant, l'âme même de la série. En tant que fils cadet de Ben Cartwright, un riche propriétaire terrien veuf du Nevada, Hoss n'était pas connu pour son intelligence comme son frère aîné Adam. Il était maladroit et timide avec les femmes, souvent la cible de farces et facilement sous-estimé. Mais Dan a apporté quelque chose de spécial au personnage, un sentiment irrésistible de chaleur, de gentillesse et de compassion. Hoss est devenu l'un des personnages préférés des fans, en particulier des plus jeunes qui voyaient en lui une douce innocence enfantine. À bien des égards, Dan et Hoss partageaient un désir profondément enraciné de justice et d'équité, que Dan portait en lui à l'écran comme en dehors. Il a joué le rôle avec une philosophie inspirée des paroles du missionnaire Quaker. Du 18e siècle Stephen Grellet, nous ne passerons qu'une seule fois sur cette terre. S'il y a une gentillesse que nous pouvons montrer, ou une bonne action que nous pouvons faire, faisons-la maintenant, car nous ne passerons plus jamais par là. Pendant son séjour sur Bonanza, Dan Blocker s'est lié d'amitié avec ses co-stars, en particulier Lorne Greene et Michael Landon. Leur amitié allait au-delà de l'écran, passant de longues heures ensemble du matin au soir, 5 jours par semaine, ce qui leur donnait naturellement l'impression de faire partie d'une vraie famille. Ils sortaient souvent ensemble en dehors du plateau, et Dan a même été le témoin au mariage de Michael Landon et Lynn Ingo.
Malgré le programme chargé de Bonanza, Don a réussi à jouer dans quelques films, notamment aux côtés de Frank Sinatra dans Come Blow Your Horn et Lady in Cement. Bien qu'Hollywood soit devenu son foyer, Don n'a jamais oublié ses racines texanes. Il avait déménagé ses parents en Californie pour être plus proche de lui. Mais les habitants d'O'Donnell n'ont jamais cessé de célébrer leur héros local. Ils ne pouvaient s'empêcher de sourire devant l'ironie de la situation. Ce garçon studieux, qui avait plus de chances d'avoir le nez plongé dans un livre que de monter à cheval, était devenu une icône de l'Ouest, galopant sur leurs écrans de télévision tous les dimanches soirs. Don Blocker épousa une actrice 2 jours après son retour de l'armée et devint un père attentionné pour leurs 4 enfants. En plus d'être un acteur talentueux, Don Blocker était un mari dévoué et un père aimant pour sa femme et ses 4 enfants. Bien que sa vie ait été écourtée, son impact reste profondément ressenti par sa famille, ses amis et ses fans. Don a rencontré l'amour de sa vie, Dolphia Parker, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à l'Université d'État de l'Oklahoma. Parker, une petite femme d'1,53 m, avait grandi dans un ranch de l'Oklahoma où sa famille élevait des quarter horses. Elle travaillait dans l'équipe de scène pour une production d'Arsenic et vieille dentelle lorsque le destin et un peu de chance au théâtre les ont réunis. Lors d'une des répétitions, la metteuse en scène Anne Kate Ferguson avait besoin d'une personne forte pour transporter un cadavre de la cave. Elle a repéré Dan dans l'auditorium, souvent spectateur, et l'a engagé pour le rôle. Bien qu'hésitant au début, il accepta, à condition que son ami le rejoigne. Très vite, ils devinrent tous deux accros. La première interaction entre Dan et Dolphia ne fut cependant pas exactement un coup de foudre. Don avait fait l'imbécile dans la salle de spectacle, distrayant les artistes, et Parker avait dû lui demander de partir. Mais quand Dan réalisa qu'il avait des sentiments pour elle, il se redressa, gagnant ainsi le droit de revenir dans ses bonnes grâces. Parker reconnut rapidement le talent naturel de Dan pour le théâtre et l'encouragea à se consacrer à cette discipline plutôt qu'au football. Lors de sa 3e année, Dan s'était complètement investi dans le théâtre, changeant de matière principale pour la parole à la demande de Parker. Il s'est plongé dans les productions théâtrales, rejoignant le Mask and Slippers Drama Club et jouant des rôles dans diverses pièces, dont Fumed Oak de Noel Coward, où il incarnait un mari méprisable face à Parker. Dan a obtenu en 1950 une licence en discours à l'université Hardin-Simmons d'Abilene, au Texas. Bien qu'on lui ait proposé de jouer au football professionnel, il a refusé pour se consacrer à sa passion grandissante pour le théâtre. Après avoir obtenu son diplôme, il a déménagé dans l'est du pays avec son ami Dennis Reed pour rejoindre le circuit des théâtres de Summerstock, en commençant par le Brattle Hall Theatre de Boston. La même année, Dan a même décroché un rôle dans une production de King Lear à Broadway. Mais alors que sa carrière d'acteur commençait à décoller, ses projets ont été mis en suspens lorsqu'il a reçu un avis de conscription. En 1950, Don a été enrôlé dans l'armée américaine et a passé 4 mois au Camp Polk en Louisiane. Même en uniforme, il est resté lié à la scène, apparaissant dans une production de Macbeth. Après avoir terminé sa formation, il a été affecté au 169e régiment d'infanterie et envoyé au Japon avant de se rendre en Corée, où il a enduré certaines des conditions les plus difficiles de sa vie. La veille de Noël 1951, Don et son escouade ont été piégés par des soldats ennemis sur la colline 245 pendant 10 heures épuisantes. Malgré les épreuves qu'il a traversées, il s'en est sorti et, le 23 septembre 1952, il a été honorablement démobilisé de l'armée. 2 jours plus tard, le 25 septembre 1952, Don a épousé Dolphia Parker lors d'une cérémonie intime à midi à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Le couple a échangé ses vœux devant le révérend J. Dando, un pasteur presbytérien à la retraite, marquant ainsi le début d'une vie commune fondée sur l'amour, le respect et un soutien indéfectible. Après avoir épousé Dolphia Parker, d'en être retourné à l'Université d'État de Sul Ross, où il a obtenu une maîtrise en art dramatique. Au début de leur mariage, ils étaient à court d'argent, et il a donc accepté des postes d'enseignant pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Don a commencé par enseigner l'anglais et l'art dramatique dans un lycée de Sonora, au Texas, avant de déménager à Carlsbad, au Nouveau-Mexique,
où il a enseigné en 6e. Finalement, lui et sa famille ont déménagé en Californie, où il a continué à enseigner tout en préparant son doctorat, mais avec 4 enfants à charge. Son salaire d'enseignant ne suffisait pas. Réalisant qu'il devait gagner plus, il décida de retenter sa chance dans le métier d'acteur. Il commença à passer des auditions pour des rôles à la télévision, décrochant de petits rôles dans des westerns, qui étaient extrêmement populaires à l'époque. Ses premiers rôles ravivèrent sa passion pour le théâtre et le fait d'incarner différents personnages. Il a rapidement commencé à apparaître dans certaines des séries les plus connues de l'époque. Not Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel at Maverick. En 1958, il a décroché un rôle récurrent dans Cimarron City, une série western prometteuse. Lorsque la série a été annulée après une seule saison, ce fut une déception. Mais avec le recul, cela s'est avéré être une bénédiction déguisée. En raison de l'annulation de la série, Dan était libre lorsque le créateur David Dortor a commencé à faire des castings pour son prochain projet, Bonanza. Bien que la série ait connu des débuts difficiles, elle est rapidement devenue un énorme succès, catapultant Dan vers la célébrité et la sécurité financière. Cependant, les exigences du tournage lui laissaient peu de temps pour poursuivre ses études. Malgré son succès grandissant, Dan est resté humble. Il a accepté des rôles au cinéma, apparaissant aux côtés de Frank Sinatra dans Come Blow Your Horn et Lady in Cement. Mais il n'a jamais cherché la célébrité pour elle-même. En fait, il était quelque peu déconcerté par la fascination du public pour lui. Il a admis un jour qu'il considérait le métier d'acteur comme un moyen de gagner sa vie, et non comme un chemin vers la gloire. Bien qu'il apprécie ses fans, il se sent souvent mal à l'aise face à l'attention dont il fait l'objet en tant que star de la télévision. Il n'apprécie pas particulièrement que les gens l'attrapent en public, impatients d'exprimer leur admiration pour son personnage dans Bonanza. « Je déteste qu'on m'attrape, qu'on me saisisse et qu'on me tire », a-t-il dit un jour, en précisant que pour lui, la célébrité n'était qu'un effet secondaire gênant de faire ce qu'il aimait. La paternité de Dan Blocker. La paternité Dan a fait tout ce qu'il pouvait pour offrir à ses enfants une éducation normale, en les protégeant des effets de sa célébrité. Mais malgré tous ces efforts, les sorties en famille se transformaient souvent en spectacles publics. Même quelque chose d'aussi simple que d'aller manger une glace attirait des foules de fans, jeunes et vieux. Cette attention constante le frustrait. Il a admis un jour, « Un homme n'apprécie jamais son intimité avant de l'avoir perdue. Et ça m'énerve vraiment. J'essaie de préserver la vie de famille, de ne pas la laisser affecter par la soi-disant célébrité de mon père. C'est une bataille perdue d'avance. Dan était un père dévoué à ses 4 enfants. Ses filles jumelles Deborah Lee et Dana Lynn, et ses fils Dirk et David Blocker. Au fil des ans, les 2 fils ont suivi leur propre chemin à Hollywood. Dirk est devenu acteur, tandis que David a bâti une carrière réussie en tant que producteur, remportant même un Emmy en 1988 pour Don King, Only in America. En 2018, Dirk a donné à ses fans un aperçu de la nature aimante de son père en partageant une rare photo souvenir pour célébrer la fête des pères. Il l'a légendé. Joyeuse fête à tous les pères et fils. Chérissez chaque instant. À la maison, Dan a embrassé la paternité avec enthousiasme. Son imposante carrure de 120 kilos devenait une source d'amusement lorsqu'il luttait, avec ses enfants, ou se frayait un chemin pour prendre le contrôle de leur circuit électrique. Il avait un grand cœur et son esprit enjoué le rendait aussi joyeux à la maison qu'à l'écran. Dan, Parker et leurs enfants menaient une vie tranquille dans une maison de 4 chambres à Northridge, une banlieue de la vallée de San Fernando, à environ 30 km des studios Paramount. La maison avait 3 salles de bain et une piscine, mais leur style de vie était loin d'être extravagant. Parker conduisait une Cadillac de 1963 tandis que Dan se baladait dans une Corvette Stingray toute neuve. Malgré sa célébrité, Dan est resté proche de ses racines, gardant le contact avec ses anciens amis de ses années d'enseignement au Texas et à Los Angeles. Louis et Parker préféraient une vie discrète, loin des fêtes d'Hollywood. L'influence de Dan sur ses enfances a été profonde, en particulier sur Dirk. En grandissant, Dirk a appris de son père que la célébrité n'était pas quelque chose à rechercher. Il a également eu son premier aperçu du métier d'acteur en accompagnant Dan au travail,
Dans une interview avec MeTV, Dirk a déclaré « Je suppose que j'ai attrapé le virus de la comédie très jeune en accompagnant mon père au travail. Son emploi du temps était tel que c'était l'un des seuls moyens de passer beaucoup de temps avec lui. Regarder son père sur le plateau était une véritable leçon de comédie. Dirk a vu de ses propres yeux comment Dan et ses partenaires de jeu discutaient, avec désinvolture de l'actualité avant de se glisser parfaitement dans leur personnage. Plus que tout, il a vu à quel point son père aimait vraiment son travail. Une passion contagieuse qui l'a finalement incité à suivre ses traces. Le fils de Dan Blocker, Dirk, n'avait pas au départ un grand intérêt pour le métier d'acteur, mais cela a changé lorsqu'il a commencé à passer du temps sur le plateau avec son père. Son emploi du temps était tel que c'était l'un des seuls moyens de passer beaucoup de temps avec lui, a déclaré un jour Dirk, soulignant à quel point Dan était dévoué en tant que père. Au fil du temps, Dirk s'est découvert une passion pour le métier d'acteur, influencé par l'amour profond de son père pour cet art. Il a rapidement commencé à décrocher des rôles d'invité, notamment dans La petite maison dans la prairie. À partir de là, sa carrière a décollé, lui permettant d'obtenir des rôles dans La frontière, Poltergeist at 21 Jump Street. Malgré son succès, Dirk accordait également de l'importance à l'éducation, obtenant une licence en art afin de pouvoir enseigner s'il souhaitait un jour quitter Hollywood. Le fait d'avoir grandi avec un père célèbre a donné à Dirk une perspective unique. Il n'a jamais recherché les projecteurs. Pourtant, son talent naturel et son dévouement lui ont permis de mener une carrière florissante. Ces dernières années, il s'est fait largement connaître pour son rôle de l'inspecteur Michael Hitchcock dans la comédie à succès Brooklyn Nine-Nine de NBC. En dehors de sa carrière, Dirk a construit une vie de famille heureuse. Il a épousé Danielle Aubuchon en 1990 et ils ont 2 enfants. Il exprime fréquemment son amour et sa reconnaissance envers sa femme. Un jour de la Saint-Valentin, il a partagé une photo d'eux datant de leurs premières années ensemble, en écrivant « Tomber amoureux de la personne qui m'a rendu si heureux et la faire ressentir la même chose a rendu notre vie ensemble glorieuse. Joyeuse Saint-Valentin! » Dirk continue également d'honorer la mémoire de son père. En 2021, il a publié une photo de Dan, partageant le fait qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il pense à lui ou ressente son influence. Dans ce même post, il a encouragé les autres à tendre la main à leurs propres parents, leur rappelant d'exprimer leur amour tant qu'ils le peuvent encore. La mort tragique de Dan Blocker a mis fin à Bonanza, le 13 mai 1972. Après avoir incarné pendant 13 saisons le personnage d'Eric Haas Cartwright, un homme au grand cœur et plus grand que nature, dans la série Bonanza de NBC, Dan Blocker est décédé soudainement et de manière inattendue. Sa mort, à seulement 43 ans, a bouleversé sa famille, ses amis et ses innombrables fans qui l'avaient appris à l'aimer. Elle a également mis les producteurs de la série dans une situation difficile, alors que le tournage de ce qui allait devenir la dernière saison de Bonanza était sur le point de commencer. Blocker était plus qu'une simple star de télévision adorée. Il était apprécié de ses co-stars comme des membres de l'équipe. Connu pour sa personnalité terre-à-terre et son caractère facile à vivre, il était le genre de personne qui mettait à l'aise son entourage. Mitch Vogel, qui a joué Jamie Hunter Cartwright dans les dernières saisons de Bonanza, a un jour décrit Blocker comme étant accessible. Le genre de gars avec qui on aurait envie de prendre une bière après une longue journée sur le plateau. Sa mort a créé un défi sans précédent pour la série. En tant que l'un des personnages principaux de Bonanza, son absence a rendu presque impossible la résolution des intrigues en cours. À l'époque, les séries télévisées abordaient rarement le décès d'un acteur principal dans la vraie vie. Et la façon dont Bonanza a géré la situation était révolutionnaire. Aujourd'hui, il n'est pas rare que les séries télévisées reconnaissent le décès d'un personnage important. Mais en 1972, c'était du jamais vu. La mort de Blocker n'a pas seulement marqué le début de la fin pour Bonanza. Elle a changé à jamais la façon dont les chaînes de télévision abordaient de telles tragédies. Ce qui a mal tourné. En 1972, juste un an avant sa mort prématurée, Dan Blocker et sa famille ont déménagé en Suisse, profondément opposés à l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Ils cherchaient une vie plus tranquille, loin des troubles politiques. Cependant, son engagement envers Bonanza restait fort,
et il retournait fréquemment à Los Angeles pour tourner la série. Lorsque Blocker est retourné aux États-Unis pour commencer à travailler sur la dernière saison de Bonanza, il ne se sentait pas bien, faible et chancelant. Il s'est rendu à l'hôpital, où les médecins ont déterminé qu'il devait se faire retirer la vésicule biliaire. L'ablation de la vésicule biliaire, ou cholecystectomie, est une intervention de routine, avec plus d'1 million d'opérations réalisées aux États-Unis chaque année. Au début, Blocker semblait bien récupéré, soulagé d'être enfin libéré de l'inconfort des calculs biliaires. Tout semblait se dérouler sans heurts jusqu'à ce que la tragédie frappe. Pendant sa convalescence, il a développé une embolie pulmonaire, un blocage soudain dans les artères de ses poumons. In an instant, il était parti. Tout s'est passé si vite. Un instant, il était optimiste quant à son avenir, souriant en regardant devant lui. L'instant d'après, il était parti, juste comme ça. Blocker a été inhumé au cimetière Woodman dans sa ville natale de DeKalb, au Texas. Sa famille a organisé des funérailles privées, où il a été enterré aux côtés de ses parents et de sa sœur. Lorne Greene, qui jouait Ben Cartwright, a été dévasté par la perte de son ami et co-star de longue date. Il avait du mal à imaginer Bonanza sans Blocker et avait dit plus tard à sa femme, « C'est fini. C'est terminé. » Et à bien des égards, il avait raison. Bonanza ne serait plus jamais pareil. Cependant, les producteurs estimaient que la série méritait une dernière saison, une dernière chance de dire au revoir. Pour y parvenir, ils ont dû prendre une mesure sans précédent, en faisant quelque chose qui n'avait jamais été fait dans l'histoire de la télévision. Little Joe et Alice Harper. La décision a été prise de retirer le personnage de Dan Blocker, Hoss Cartwright, de Bonanza, reflétant la profonde perte que les acteurs et l'équipe éprouvaient dans la vie réelle. Les scénaristes voulaient que le public ressente également cette perte, en indiquant clairement que la série ne pouvait pas simplement continuer comme si rien n'avait changé. Ce fut une période incroyablement difficile pour toutes les personnes impliquées. Michael Landon, qui a à la fois joué et écrit pour la série, avait initialement conçu le premier épisode de la saison en 2 parties, Forever, en pensant à James. Mais après son décès, Michael Landon a été contraint de réécrire le scénario, déplaçant l'intrigue de James à son jeune frère, Little Joe. Cet épisode était l'un des plus déchirants de l'histoire de Bonanza. Little Joe tombe amoureux d'une jeune femme nommée Alice Harper après avoir sauvé son frère, John, d'une dangereuse partie de poker. Joe et Alice se marient et elle tombe rapidement enceinte, ce qui semble ouvrir la voie à un avenir heureux. Mais la tragédie frappe lorsque les dettes de jeu de John le rattrapent. Un joueur impitoyable nommé Sloan vient récupérer ce que John lui doit, envoyant ses hommes de main chez Alice. Quand elle refuse de se plier à leurs exigences, ils la battent brutalement à mort. John est abattu et, dans un dernier acte de cruauté, les agresseurs mettent le feu à la maison pour dissimuler le crime. Joe rentre chez lui et trouve son monde littéralement en flammes. Le reste de l'épisode traite des conséquences dévastatrices de sa perte. Cela a marqué un tournant pour Bonanza. Sans Hoss, la série a eu du mal à maintenir son noyau émotionnel et son absence a pesé sur la dernière saison. L'absence de Hoss est lourde de sens. Si vous vous demandez comment tout cela est lié à la mort de Hoss, cela devient douloureusement clair à travers le processus de deuil des personnages. Bien que Forever n'aborde pas explicitement le décès de Dan Blocker, la perte de Hoss est profondément ressentie à plusieurs moments poignants tout au long de l'épisode. Michael Landon a expliqué plus tard qu'ils avaient choisi de reconnaître la mort de Hoss de manière subtile, en la mentionnant en passant plutôt que d'en faire le sujet central d'un épisode entier. Bien que certains fans aient peut-être espéré un hommage plus direct, Landon pensait que rester simple et aller droit au but était exactement ce que Blocker aurait voulu. Un moment particulièrement émouvant se produit lorsque Joe emmène Alice Harper dans un endroit que lui et son frère appelaient leur endroit heureux. Lorsque Alice fait remarquer qu'il devait beaucoup aimer son frère, la réaction douloureuse de Joe en dit long, sans un mot. Le poids de l'absence de Hoss se fait profondément sentir. Plus tard, alors que Ben et Joe pleurent, Alice Harper et son enfant à naître sur leur tombe. Ben reconnaît doucement qu'il comprend ce que c'est que de perdre un fils. Dans un autre moment déchirant, on voit Ben regarder une photo de Hoss sur la commode de Joe
le visage rempli de tristesse. Mais la scène la plus émouvante de Forever est peut-être celle où Ben et Joe visitent les restes calcinés de la cabane d'Alice, l'endroit où elle et son bébé ont été assassinés. Accablés de chagrin, le père et le fils s'étreignent et fondent en larmes d'une manière qui ne leur ressemble pas du tout. Mais à ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de jouer la comédie. Tout le monde sur le plateau savait que Michael Landon et Lorne Greene ne jouaient pas simplement une scène. Ils pleuraient la perte de leur ami et co-star dans la vraie vie. Lorsque les caméras ont cessé de tourner, une grande partie de la distribution et de l'équipe les ont rejoints en larmes. Tout au long de la dernière saison, Ben fait parfois référence à la perte de Hoss, bien que la série ne précise jamais comment il est mort. Ce n'est que des années plus tard, dans le téléfilm Bonanza, La Nouvelle Génération, en 1988, que les fans ont enfin obtenu une réponse. Hoss se serait noyé en essayant de sauver la vie d'une autre personne. Une fin héroïque qui convenait à son personnage. Tournage en deuil. Comme vous pouvez l'imaginer, le décès de Dan Blocker a été dévastateur pour les acteurs et l'équipe de Bonanza. Pour beaucoup, c'était comme perdre un membre de leur propre famille. Le tournage de l'épisode Forever a été une expérience incroyablement émouvante. Mais à certains égards, il est aussi devenu une source de réconfort. Malgré la lourdeur du moment, le retour sur le plateau a permis à chacun de partager ses souvenirs préférés de Blocker. Les conversations étaient remplies de « Tu te souviens quand Dan a fait ça? » et « Si seulement il était là pour voir ça. » Sa présence était encore profondément ressentie, même en son absence. Mais rien n'était plus difficile que de tourner la première scène sans lui. Michael Landon se souvient que si les scènes de salle à manger étaient souvent sérieuses, elles étaient aussi pleines de rires en coulisses. Blocker avait le don de garder l'ambiance légère, toujours prompte à faire une blague ou un commentaire chaleureux. Aujourd'hui, ses souvenirs joyeux sont empreints d'une tristesse indéniable. Son absence est impossible à ignorer, les rires qu'il a provoqués, la camaraderie qu'il a entretenue. Ces choses ne disparaissent pas, mais elles deviennent des souvenirs doux amers du vide qu'il a laissé derrière lui. La fin de Bonanza. En vérité, Bonanza était déjà en difficulté avant le décès de Dan Blocker. Les audiences étaient en baisse depuis un certain temps. Mais la perte de Hoss a été le coup de grâce. La série avait également souffert d'un changement majeur de programmation. Après avoir dominé les dimanches soirs à 21h pendant des années, elle a été déplacée au mardi à 20h. Même si ce n'était pas aussi grave que le redoutable créneau mortel du vendredi soir, c'était tout de même un recul significatif. Pour aggraver les choses, Bonanza devait désormais rivaliser avec le film de la semaine très populaire d'ABC qui diffusait des succès comme La chanson de Brian, Ben-Hur et La poursuite de Michael Crichton, sans Hoss. Bonanza n'était tout simplement plus la même série que le public avait appris à aimer. L'intérêt pour la dernière saison a diminué et, malgré les efforts du casting et de l'équipe, la série a pris fin en 1973. Heureusement, Bonanza a survécu grâce à la syndication. Une vie après la mort appropriée pour une émission qui avait autrefois été une puissance de la télévision. Dan Blocker avait été le cœur et l'âme de Bonanza. Et il n'est pas surprenant que son absence ait laissé un tel vide. Cela ne veut pas dire que le reste de la distribution n'était pas crucial. Chaque Cartwright a joué un rôle important. Mais imaginez la série sans Hoss. C'était comme imaginer la Ponderosa sans ses fondations. Immobilier. Au moment de sa mort, Dan Blocker possédait de nombreuses propriétés, reflétant le succès qu'il avait connu tout au long de sa carrière d'acteur. L'une de ses maisons les plus remarquables était un immense manoir de 465 acres dans le quartier huppé de Hancock Park à Los Angeles. Des décennies plus tard, cette même résidence est devenue la demeure du musicien de rock et cinéaste Rob Zombie. En plus de son domaine de Hancock Park, Blocker possédait également une maison à Inglewood, démontrant ainsi ses investissements immobiliers dans différentes parties de la ville. Au-delà de ses propriétés personnelles, l'héritage de Blocker s'étendait jusqu'à Malibu, en Californie, où une partie importante du littoral a été nommée en son honneur. Dan Blocker Beach est un hommage à l'acteur bien-aimé, rendu possible grâce à la générosité de ses co-stars de Bonanza, Michael Landon et Lorne Greene.
Dans les années 1970, les deux acteurs étaient copropriétaires de la propriété en bord de mer et, en 1979, 7 ans après le décès de Blocker, ils ont décidé de faire don du terrain à l'État de Californie afin que la mémoire de leur ami reste vivante. Plus tard, en 1995, l'État a transféré la propriété de la plage Dan Blocker, ainsi que plusieurs autres parcelles de terrain, au comté de Los Angeles, où elle reste aujourd'hui un site d'intérêt reconnu. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur votre écran. Vous allez l'adorer.